Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, imaginons, là, demain matin, OK, là, il y a un politicien avec de la poigne qui est élu au Québec et qui dit « Moi, j'aime pas ça, les spectacles présentés à Place des Arts. Je trouve que c'est trop à gauche. Je trouve que c'est trop woke. Puis l'autre jour, il y a une comédie musicale avec des gars déguisés en femmes. Je trouve que c'est épouvantable. Fait que je vais tout crisser dehors. Tout le monde qui travaille à la Place des Arts. Tout le comité de programmation, je vais les sacrer dehors. Puis c'est moi, le premier ministre du Québec, qui va diriger la Place des Arts puis qui va décider qu'est-ce qui va être sur les... C'est ce qu'a fait Donald Trump avec le Kennedy Center. Explique. Non, mais écoute, j'étais avec des amis. On soupait samedi soir, des amis qui adorent la culture, qui adorent l'art, surtout tout le temps dans des expositions, au théâtre, puis on parlait de ça. Puis ils sont tombés en bas de leur chaise. Voyons donc, là, c'est un président. On dirait la Russie communiste, là, où soudainement l'État mettait la main sur la culture. Donc, explique-nous ce qui s'est passé. Ben écoute, dans un premier temps, moi j'aimerais bien parfois pouvoir parler à tous ceux qui disaient, vous savez, vous exagérez quand vous dites, des fois ça semble être d'inspiration fasciste ou d'extrême droite ou c'est pas si autoritaire que ça, puis balayer des woke, ça justifie n'importe quoi, fallait en arriver là. Ce que Donald Trump fait, puis c'est lié à deux ou trois choses, et je m'explique pourquoi j'en suis à revenir vers l'extrême droite ou vers un régime autoritaire, c'est le genre de décision qu'il faut observer dans l'ensemble des décisions que prend Donald Trump présentement. Par exemple, au secrétariat à la Défense, donc au Pentagone, il a dit dehors, tous ceux qui ont écrit finalement contre Donald Trump, qui ont émis des réserves, posé des questions, remis en question des décisions, dehors. On ne garde que Fox News et autres America One Network, qui sont carrément des réseaux de désinformation. Donc, ça en dit long sur le désir de l'administration Trump de contrôler le message. À la Maison-Blanche, on joue ça différemment. On a encore des Richard Latendresse de ce monde qui ont accès à la salle James Brady et qui peuvent poser éventuellement des questions. Mais on a beaucoup d'influenceurs, de pro-Trump, de ceux qu'on appelle les MAGA. Et finalement, les vrais journalistes sont noyés dans une mer de gens qui ont le droit de poser des questions aussi. On peut voir ça comme une démocratisation de l'information. N'importe qui a le droit de questionner le président. En même temps aussi, c'est noyer le poisson, poser moins de questions pertinentes, de questions de fond, de questions de contenu. Donc, il y a carrément un contrôle du message. Ce contrôle du message qu'on pourrait associer à une forme de propagande, c'est carrément ce qui se passe avec, et j'y viens enfin, avec le Kennedy Center. Le Kennedy Center, d'abord, ça s'appelle comme ça en l'honneur de John F. Kennedy, mais c'est une initiative, on l'a rebaptisé comme ça pour commémorer John F. Kennedy, mais c'est une initiative qui remonte à avant l'élection de John F. Kennedy, puis avant l'assassinat de John F. Kennedy. C'est pour faire la promotion des arts aux États-Unis. Donc, on y va à différents moments là, pendant l'année de grandes commémorations, de grandes célébrations, et c'est comme, voici ce qu'on est capable de faire en art aux États-Unis. Et tu disais, il y a une partie du message là-dedans qui est, et les Américains habituellement ont toujours été ouverts à ça, c'est, on souligne tout ce qu'on fait au plan artistique. C'était vu comme une force aux États-Unis. Je t'avais déjà raconté, la CIA a déjà fait la promotion des artistes américains pour dire, voici, chez nous, on peut tout faire. C'est pas la rigidité, à l'époque, c'était celle des Soviétiques. Donc, on parle de la Russie maintenant, mais on disait, on est capable d'encourager tout chez nous. Tout est possible. Tous les modèles peuvent être exploités et mis en valeur. Donald Trump voulait passer un message. Habituellement, on le boude, Donald Trump, dans ce genre d'initiative. Et il a dit, moi, je vais virer tous ceux qui sont à la place du Kennedy Center, qui sont à la tête, du Kennedy Center, et je vais me nommer moi-même président du Kennedy Center. Et enfin... Ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Et enfin, on va avoir finalement le Make America Great Again. Ce sont, entre guillemets, est-ce que ça existe? Les bonnes valeurs américaines qu'on va véhiculer. Mais écoute, si on n'y voit pas... Le gars a probablement jamais lu un livre de sa vie, et ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est celui qui a écrit The Art of the Deal pour Donald Trump, c'est ce qu'il disait. Il a dit, il n'a jamais lu un livre de sa vie. Il n'a jamais mis le pied dans un musée, puis c'est lui qui va diriger le Kennedy Center. C'est vraiment... Écoute,
Écoute, est-ce qu'il y a un politicien américain avant lui, un président américain qui a dit je vais prendre en charge moi, la promotion de l'art? Un président peut embrasser des causes, choisir des artistes plutôt que certains autres, ou s'associer à des artistes plus qu'à d'autres en fonction de ce qu'il passe. Ronald Reagan a essayé de s'associer à Bruce Springsteen à une autre époque parce que c'était, entre guillemets, l'Amérique et l'Américain moyen, c'était le nationalisme, le patriotisme. Springsteen a moins aimé ça, mais c'est le genre de message que passait Ronald Reagan. Obama s'est associé aussi à des artistes. On ne s'est pas étonné de voir qu'il y avait des artistes dits de couleur au travers, parce que c'est le premier président noir qui avait une symbolique et qui avait un message. Mais qu'on prenne en main le Kennedy Center pour faire la promotion de l'art, écoute, c'est pas la seule ni la première décision qui font que parfois la mâchoire me décroche, mais il faut voir ça dans l'ensemble de l'œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est littéralement un geste de propagande. C'est voici ce que vous allez avoir comme information et voici ce qu'on va encourager comme forme d'art aux États-Unis. Et une des choses qui plaît beaucoup, parce qu'il y a un fond de vérité, mais c'est un épouvantail qu'on agite, est-ce que ça justifie la lutte au woke ou la cancel culture de défaire tout ce qui est une véritable institution aux États-Unis depuis des décennies? Je trouve qu'il commence à avoir le dos large. Il y a des woke, j'aime pas le message. Il y a des choses qui m'irritent profondément, que je trouve désagréables. Mais de là à faire de la propagande en fonction des valeurs du président américain, on est comme ailleurs avec ça. Mais tu sais, surtout, l'art américain, ce qu'on aime des romanciers américains et des cinéastes, c'est ce que je connais le plus, le cinéma, des cinémas, Ouais. c'est qu'ils critiquent tout le temps les États-Unis. Tu sais, il n'y Voilà. a pas plus critique des États-Unis qu'un cinéaste américain. Tu sais, il veut dire, tous Et les que films les Américains. Oui, et puis c'est ça, puis le système capitaliste aux États-Unis fonctionne parce qu'il est critiqué de l'intérieur, puis il réagit, puis tout ça, puis Voilà. il y a un bouillonnement. Mais là, tu dis, mon gars, c'est le président des États-Unis qui va décider quel ballet il va avoir ou quelle pièce de théâtre va te présenter au Kennedy Center. Non, écoute, tu disais tout à l'heure, on a l'impression d'être dans une république socialiste ou de revenir à une autre époque où on faisait de la propagande grossière. Il y a quelque chose, écoute, il y a un choc, il y a quelque chose de dramatique de voir que les Américains sont là. Je répète, que des présidents fassent des choix politiques, qu'on encourage des valeurs plus que d'autres, ça va, on y est habitué. On passe d'un républicain à un démocrate ou un très progressiste à un très conservateur. On s'attend à ce que lui mentionne certaines initiatives. Mais qu'on intervienne dans ce qui est, à mon avis, de la liberté d'expression, qu'on se drape parfois dans le premier amendement, mais pour se permettre le contraire, c'est tout le paradoxe, puis c'est toute l'hypocrisie de la période actuelle et de plusieurs initiatives de l'administration Trump. Moi, je dirais laisser la culture en paix. Autant à gauche, là, des fois, les woke disent effectivement, ils ont tendance à pas financer certaines œuvres parce que les œuvres sont un peu trop anti-politically correct, puis on fait... Autant la gauche qui veut mettre la main sur la culture, autant la droite veut mettre la main sur la culture. Laisser la culture en paix. On avait déjà fait, toi et moi, des chroniques là-dessus sur le nouveau prêchi-prêcha qu'il y avait dans certains musées. Donc, où on disait maintenant, on va se refuser à présenter des artistes qui sont très vendeurs au nom de la guerre culturelle. Et là, c'est la gauche qui intervenait, c'est une forme de progressisme que je trouvais détestable. On avait fini par en arriver à des compromis où on disait, on va faire une mise en garde avant. On va avoir l'artiste, on va présenter les œuvres, mais on va dire aux gens, si vous êtes sensibles, voici ce qui vous attend à l'intérieur. Laissons ces manifestations-là se faire, laissons l'art s'exprimer. Et c'est une chose que j'aime des sociétés occidentales et des États-Unis en particulier, c'était la possibilité de souligner ce qu'on voulait. Donc, et de l'exprimer dans des formes ou dans des styles qui étaient souvent très éclatés ou peu conventionnels. Et c'est comme ça qu'on renouvelait une partie du matériel. Donc, écoute, il y a l'enveloppe totale. Il y a ce que Donald Trump a adopté comme stratégie. Sinon, écoute, à la limite, je suis d'accord avec toi, c'est risible. C'est risible jusqu'à ce qu'on constate qu'il y a une stratégie d'ensemble derrière ça. Justement, y a-t-il un moment donné où on va arrêter de rire en disant « OK, ça commence à devenir inquiétant, là. » Est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Là? Écoute, on commence à voir. C'est pas encore un mouvement. Ça ne fait que 3 semaines, mine de rien. Hein. On est un peu étourdi parce que ça n'arrête jamais. C'est un tourbillon quasi quotidien. Là. En me levant ce matin, je me disais,
les nouvelles d'hier, c'est déjà chose du passé, c'est vraiment d'histoire parce que aujourd'hui, sur ma table de travail, il va débarquer un certain nombre de choses. On commence à voir une forme de prise de conscience aux États-Unis. C'est, en gros, moi j'appelle ça un peu le mouvement, j'ai pas voté pour ça. Est-ce que tous ceux qui voulaient, par exemple, encourager Donald Trump pour baisser le prix des œufs, c'était un peu la caricature qu'on avait retenue, ben, ce matin, le prix des œufs dans certains États, là, s'est rendu à 13 $ pour une douzaine d'œufs. Donc, si on votait pour l'inflation ou pour le prix des œufs, j'insiste, c'est la caricature. C'est un fait, mais en même temps, c'est un élément parmi d'autres. C'est est-ce qu'on a voté pour raser Gaza? Est-ce que j'ai voté pour que le président décide de ce qu'on va regarder ou de ce qui va être encouragé en art? Est-ce que j'ai voté pour que les journalistes, peu importe leur allégeance ou peu importe leurs médias, il y en a qui soient barrés, il y en a d'autres qui soient admis? Est-ce que j'ai voté pour qu'on saccage la fonction publique en nous promettant pas de remplacer ça par quelque chose de mieux? Écoute, Elon Musk aujourd'hui a dit on va enterrer l'équivalent d'une organisation qui protégeait les consommateurs aux États-Unis. On peut y voir une stratégie pour Elon Musk au sens où on retire là-dedans des balises qui empêchaient Musk de faire ce qu'il veut, ou les réseaux sociaux de faire ce qu'ils veulent. Mais il y avait une protection du consommateur élémentaire. C'est un service qui était... on souhaite ça dans une démocratie, avoir une protection des consommateurs. Lui dit, nous, on fait table rase et on ne remplace pas ça. Donc, c'est grâce, je crois, à ce service-là, maintenant que les fabricants d'automobiles mettent des ceintures de sécurité dans leurs chars. C'était Ralph Nader qui les avait obligés, là. Voilà, donc c'est unsafe at any speed. Hein? C'était ça qui avait mis Ralph Nader sur la map, comme on dit. Donc, moi, c'est ce que j'observe. On le voit avec une certaine perspective, puis on veut pas avoir l'air condescendant, mais c'est chaque matin, on se réveille avec « Aujourd'hui, je vais travailler. On doit faire l'épicerie. J'ai mon électricité à payer. » Mais à partir du moment où on prend ne serait-ce qu'un pas de recul, ce qui se passe aux États-Unis même m'inquiète plus que tout ce que Donald Trump peut dire au sujet de la planète, au sujet des tarifs. Il est en train, littéralement, écoute, on va très loin, là, puis je te laisse me relancer après, je ne sais plus combien de temps il nous reste, mais quand son vice-président dit hier, le président est tout à fait légitime de ne pas respecter même la Cour suprême. Et il a cité Andrew Jackson, un ancien président, il a dit la Cour suprême a pris une décision qui vient de m'arrêter maintenant. On est rendu loin. Écoute, ça, on en parle demain. On va faire la chronique là-dessus demain parce que vraiment, là, le vice-président qui remet en question l'autorité des tribunaux, c'est quelque chose, c'est assez décoiffant, ça. Merci beaucoup, Luc. À demain, salut. Salut, bonne